Dans un garage, Charlie répare l'avion que sa femme Sarah lui a offert pour son anniversaire. Sarah l'interrompt pour lui dire qu'elle part bientôt pour une conférence professionnelle à Londres. Elle l'invite à l'accompagner à nouveau, mais Charlie refuse parce qu'il a beaucoup de travail. Un peu plus tard, Charlie arrive au siège de la CIA. En se rendant au département de décryptage et d'analyse, il passe tous les scanners de sécurité qu'il a inventés et commence enfin à travailler. Soudain, il reçoit un message d'Inquiline, une personne mystérieuse avec qui il est en contact depuis des années. Comme d'habitude, elle a des informations classifiées précieuses à lui vendre, bien que cette fois, Inquiline le prévient que ces documents pourraient mettre la CIA en danger. Charlie essaie de deviner leur emplacement et dit Istanbul, mais Inquiline l'ignore. Ensuite, il travaille sur l'analyse du matériel, mais, étonnamment, même un homme aussi brillant que lui ne peut pas déchiffrer le code. Après la pause déjeuner, Charlie retourne à son bureau et reçoit un appel de Sarah, qui l'informe qu'elle est déjà arrivée à Londres. Cependant, Charlie le sait déjà car il la surveille. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il est désespéré de revenir aux documents mystérieux. Comme il ne peut toujours pas déchiffrer le code, il prend son ordinateur pour se rendre dans une zone restreinte, où un système plus avancé l'aide à progresser plus rapidement. Cela lui prend un certain temps, mais il finit par ouvrir les informations dans les documents, ce qui le laisse sous le choc. Ce sont des fichiers gouvernementaux top secrets révélant qu'une frappe de drone déguisée en attentat suicide a été autorisée et couverte. Il y a des clips d'actualité rapportant 150 victimes, y compris des forces spéciales françaises et des marines danois. Toute cette opération a été organisée par le chef Moore, qui est aussi le patron de Charlie. Cette nuit-là, chez lui, Charlie essaie d'appeler Sarah, mais elle ne répond pas, alors il laisse un message vocal. Le lendemain, Charlie arrive au bureau et est surpris de trouver Moore qui l'attend. Moore emmène Charlie au bureau d'O'Brien, qui est devenu directeur très récemment. Elle explique qu'il y a eu une attaque terroriste dans un hôtel à Londres et que Sarah faisait partie des victimes. Charlie refuse de le croire et veut appeler Sarah, alors Moore allume la télévision pour lui montrer les nouvelles. Le reporter décrit comment 4 terroristes ont fait irruption dans l'hôtel, pris 4 otages et tué 2 d'entre eux. Ensuite, Moore joue les images de sécurité de l'hôtel, qui montrent tout le chaos pendant l'incident et confirme que Sarah était l'une des victimes. Quand Charlie rentre chez lui, il trouve des dizaines de journalistes attendant une interview et la police essayant de les repousser. Un ami aide Charlie à entrer dans la maison sans être dérangé. Le lendemain, Charlie confronte Moore et le superviseur Caleb parce qu'il est très suspicieux de ce qui s'est passé. Il ne peut pas croire que les terroristes aient pu passer devant les milliers de caméras de sécurité à Londres, sans parler du fait qu'ils ont conduit dans la circulation. Moore promet qu'ils enquêtent, mais Caleb le renvoie chez lui. Le jour suivant, Charlie se rend à l'aéroport pour récupérer le corps de Sarah et ses affaires. Chez lui, il regarde à l'intérieur de la valise et trouve un cadeau que Sarah avait acheté pour lui, ce qui le fait craquer. Fatigué d'être chez lui, Charlie retourne au travail et utilise l'ordinateur restreint pour pirater les caméras de sécurité de l'hôtel et des rues environnantes. Il reconstitue une chronologie des événements et la montre à ses supérieurs. Les 4 terroristes ont volé un véhicule dans l'East End, puis sont entrés dans l'hôtel par le service où ils ont professionnellement effacé toutes les empreintes et ADN. Apparemment, ils avaient une réunion avec Impact Investment d'Indonésie, mais quelque chose a mal tourné et une dispute a éclaté dans le couloir. Un des agents de sécurité de la firme s'est fâché, alors un terroriste a ouvert le feu, tuant un des gardes et laissant l'autre dans un état critique. La sécurité de l'hôtel a immédiatement été alertée et ils ont appelé la police. Désespérés de quitter le bâtiment sans se faire attraper, les terroristes sont entrés dans la salle de conférence et ont capturé quelques otages. Sarah a été prise parce qu'elle a essayé d'aider certains des participants à s'échapper. Charlie a exécuté une analyse vocale et faciale, réussissant à obtenir l'identité des 4 terroristes. Ce sont Mishka de Moscou, un ancien opérateur des forces spéciales sud-africaines nommé Lawrence, le mercenaire Horst et l'ancienne agente des services de renseignement Gretchen. Remarquant le manque de réaction de Caleb et Moore, Charlie réalise qu'ils savaient déjà tout cela. Ils disent à Charlie qu'ils travaillent déjà dessus et l'envoient voir un thérapeute. Le lendemain, Charlie cache une puce dans son badge d'identification et passe à travers la sécurité sans que les scanners ne la détectent. Dans son bureau, il imprime tous les fichiers classifiés et utilise un skimmer sur l'imprimante pour faire une copie numérique. Cette nuit-là, Charlie se rend dans un bar et continue de fixer une jukebox. Le lendemain matin, Charlie confronte à nouveau ses supérieurs en utilisant les fichiers imprimés. Il énumère toutes les missions douteuses de Moore, comme le bombardement d'un hôpital syrien et l'attaque d'une base alliée au Yémen, qui ont tué des milliers de civils. Il menace d'apporter tout cela au directeur et révèle qu'il a activé un commutateur de mort. S'il n'entre pas un code toutes les 5 heures, les preuves seront envoyées aux médias les plus importants.
En échange de son silence, Charlie demande une formation complète à la CIA, de faux passeports, de l'argent, une arme et des informations sur les tueurs de Sarah. Après la réunion, Charlie retourne à sa voiture et vomit à cause du stress. Au bureau, Moore dit que le commutateur de mort est un bluff, mais Caleb souligne qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque. Ils chercheront le déclencheur si c'est effectivement un bluff, puis ils pourront organiser un accident mortel pendant l'entraînement. Un peu plus tard, Caleb et son équipe essaient de comprendre comment Charlie a copié les fichiers confidentiels. Ils discutent de la possibilité d'un skimmer, qui ne fonctionnerait pas sur leurs ordinateurs sécurisés mais pourrait être utilisé sur une imprimante. Charlie aurait pu envoyer les fichiers à l'imprimante et utiliser une bande magnétique pour copier les données. En consultant les images de sécurité, il confirme que Charlie a acheté une bande magnétique dans un magasin, mais ils ne peuvent toujours pas dire comment il l'a fait entrer et sortir du bâtiment. L'équipe fouille également la maison de Charlie et découvre finalement qu'il est allé dans un certain bar 2 fois. Ils se rendent au bar pour le fouiller et trouvent un CD d'Abba sous la jukebox. Caleb choisit ce CD dans le catalogue de la jukebox et seul du bruit peut être entendu, alors ils sortent le CD que Charlie a laissé derrière. Pendant ce temps, Charlie arrive dans un centre d'entraînement de la CIA, où il est accueilli par le colonel Henderson. Il commence au stand de tir, mais malheureusement, Charlie n'est pas un bon tireur. Il doit se rapprocher vraiment de la cible pour toucher le bon endroit. Cependant, quand il s'agit de fabriquer des bombes, Charlie travaille extrêmement vite, impressionnant Henderson. Ensuite, Charlie doit apprendre sa nouvelle identité, alors Henderson le harcèle et le jette autour pour que Charlie puisse encore réciter ses nouvelles informations même sous pression. Enfin, il finalise les nouveaux passeports. Cette nuit-là, Henderson se rend dans la chambre de Charlie et lui dit qu'il n'est pas un tueur, mais Charlie insiste sur le fait qu'il veut justice. Puis Henderson sort une arme et la donne à Charlie, lui demandant de viser sa poitrine. Les mains de Charlie tremblent et il finit par abaisser l'arme. Au bureau, les agents passent plusieurs heures à déchiffrer les informations sur le CD jusqu'à ce qu'ils découvrent que Charlie bluffait au sujet du commutateur de mort. Ils informent immédiatement leurs supérieurs, inconscients que Charlie les espionne. Il s'avère que la puce qu'il avait cachée sur son badge était en réalité un micro qu'il avait placé sur les fichiers qu'il avait donnés à ses patrons. Moore appelle immédiatement Henderson et lui dit d'arrêter Charlie, mais il s'est déjà échappé. Après avoir raccroché, Moore voit enfin le micro sur les fichiers et parle directement à Charlie pour lui dire que c'est de la trahison. Charlie se débarrasse de son oreillette avant d'embarquer dans un avion. Une fois arrivé à Londres, Charlie passe la douane et commence à se diriger vers Paris. Son faux passeport apparaît dans les ordinateurs de la CIA, alors Moore envoie Henderson après lui. À Paris, Charlie loue une chambre d'hôtel près du restaurant où Gretchen est souvent vue. Finalement, elle apparaît et est assez proche pour qu'il commence à suivre son téléphone. Charlie passe alors la journée devant le bâtiment de Gretchen et attend qu'elle parte. Quand un locataire sort, il profite de l'occasion pour entrer. Ensuite, il suit une vidéo en ligne pour crocheter la serrure de l'appartement de Gretchen. Charlie commence à fouiller l'appartement et prend des photos de l'emploi du temps de Gretchen. Il trouve également une arme dans un tiroir, alors il décide de la garder. À ce moment-là, son tracker l'avertit que Gretchen revient, alors il se précipite dans les escaliers pour l'attendre. Cependant, quand elle rentre enfin chez elle, il ne peut pas tirer. Se sentant déçu, il se précipite de retour à l'hôtel et fait semblant que Sarah l'attend. Après s'être calmé, il examine de près les photos et apprend que Gretchen se rend souvent à l'hôpital. En piratant son dossier de santé, il découvre qu'elle a des allergies. Le lendemain matin, Charlie achète des tonnes de fleurs. Ensuite, il attend au café jusqu'à ce qu'il voit Gretchen et la suit à l'hôpital. Gretchen subit quelques tests, mais le médecin remarque que l'écran de l'ordinateur ne fonctionne pas, alors il quitte la pièce pour demander de l'aide. Charlie entre déguisé en médecin et enferme Gretchen dans la machine. Elle commence à paniquer, mais Charlie l'ignore tout en remplissant la chambre de pollen. Le médecin et une infirmière entendent le bruit, mais la porte est également verrouillée. Gretchen commence à s'affaiblir à cause de ses allergies et Charlie dit qu'il l'aidera si elle lui dit où trouver Horst, puisque c'est lui qui a tiré sur Sarah. Les allergies empêchent Gretchen de parler, alors Charlie ouvre la chambre, seulement pour que Gretchen le pousse contre le bureau. Ils commencent à se battre dans toute la pièce, se lançant l'un contre l'autre contre chaque meuble. Charlie sort son arme, mais Gretchen le met à terre et ouvre la porte pour finalement s'enfuir. Un Charlie désespéré la suit dans la rue, mais avant qu'il puisse tirer, Gretchen est frappée par une voiture. Horrifié par le corps, Charlie se force à s'approcher pour saisir son téléphone. Ensuite, il s'enfuit et jette la blouse de laboratoire à la poubelle. À l'hôtel, il se lave de tout le sang et fait ses bagages. Cette nuit-là, il se rend à la gare routière et achète un billet pour Marseille.
Bientôt, la nouvelle de la mort de Gretchen parvient à la CIA. O'Brien interroge Moore à ce sujet et il dit seulement que Gretchen semble avoir été tuée par l'un des leurs. Cette nuit-là, Charlie se rend dans un bar et boit beaucoup pour noyer la culpabilité qu'il ressent à propos de la mort de Gretchen. Il pense voir Sarah danser, mais un examen plus attentif révèle que c'est une femme qui lui ressemble. Ensuite, Charlie remarque Henderson s'approcher de lui et panique. Il pousse des gens jusqu'à ce qu'ils parviennent à quitter le bar et court dans les rues jusqu'à ce qu'il trouve un autre bar pour se cacher. Henderson le suit également là-bas, alors Charlie se précipite aux toilettes et verrouille la porte. Malheureusement, il n'y a pas de fenêtre ici, donc Charlie n'a d'autre choix que de sortir. Il rejoint Henderson au bar et apprend qu'il l'a trouvé en suivant le téléphone de Gretchen. Après une courte conversation, Charlie révèle un minuteur sur son téléphone et sort avant qu'une bombe n'explose dans les toilettes. Le chaos s'empare du bar et Henderson perd Charlie de vue. Le tracker sur son téléphone ne fonctionne plus non plus. Le lendemain, Charlie contacte un Kylin pour obtenir leur départ sur un cargo pour la Turquie. À Istanbul, il se rend dans un restaurant et envoie un texto à un Kylin. Remarquant le téléphone d'un homme qui sonne, il essaie de l'approcher, mais une femme lui bloque le passage et lui dit de vérifier son téléphone. Ensuite, Charlie quitte le restaurant et la femme s'approche à nouveau de lui, confirmant qu'elle est un Kylin. Elle sait déjà pour sa femme, alors elle lui demande de cacher son chapeau et son sac à dos dans un sac de course. Un Kylin veut qu'il fasse semblant de faire des courses pendant un moment et le rencontre dans un garage. Quelques instants plus tard, Charlie la retrouve et elle le conduit chez elle. Pendant le trajet, un Kylin partage qu'elle est devenue hacker il y a 6 ans après la mort de son mari. Il était un agent de la CIA et travaillait pour le renseignement russe, en fait, il était l'inquiline original et lui a tout appris. L'histoire officielle dit qu'il est tombé accidentellement d'une fenêtre. Quand ils arrivent chez elle, Inquiline dit que c'est le seul endroit où elle a réussi à rester plus de 3 ans et admet qu'elle est fatiguée de fuir. Si les Russes viennent un jour la chercher, elle a une arme pour se suicider. Ensuite, il commence à parler de l'affaire. Horst est le leader chargé de recruter des mercenaires pour Moore. Laurence est un trafiquant d'armes, alors Inquiline se porte volontaire pour se faire passer pour un vendeur d'armes afin de le contacter. Enfin, il y a Mishka, qui voyage fréquemment et publie tout en ligne. Ils inspectent les photos de près et trouvent une femme avec lui. La reconnaissance faciale les conduit à son compte Instagram et il confirme qu'elle est en Espagne. Le lendemain, Caleb dit à son équipe de garder un œil sur les terroristes pour retrouver Charlie. O'Brien rencontre Moore et lui dit qu'elle veut qu'il arrête de mener des opérations clandestines sans son autorisation. Moore dit que son prédécesseur lui a donné le même discours, alors il lui dira la même chose qu'il a dit à l'époque, elle a son soutien total. Après la réunion, O'Brien monte dans sa voiture et son assistante lui montre une photo de Henderson en Espagne. Il est confirmé que Moore l'a envoyé, alors O'Brien envoie un de ses propres agents après lui. Pendant ce temps, Charlie et Inquiline trouvent Mishka en piratant les caméras de sécurité d'un hôtel. Charlie se rend ensuite à Madrid et séjourne dans le même hôtel. Il apprend que Mishka aime nager dans la piscine qui relie 2 bâtiments par leur toit. En même temps, Henderson retrouve Charlie dans la région. Le lendemain, Charlie commence à construire un dispositif qui l'aidera à attraper Mishka et le cache à l'intérieur de l'hôtel. Ensuite, il suit Mishka jusqu'au bar, sans se rendre compte qu'Henderson est dans le hall. Charlie voit un homme suspect au bar et réalise qu'il l'a déjà vu, ce qui signifie qu'il est suivi. Il dit à Inquiline par son oreillette, alors elle recherche son visage et confirme que c'est un agent de la CIA. Elle voit aussi Henderson sur la caméra et dit à Charlie d'abandonner, mais il veut s'en tenir au plan. Lorsque Mishka se rend à la piscine, Charlie l'affronte pour demander où trouver Horst. S'il ne parle pas, la piscine sera détruite. Mishka ne le croit pas et commence à nager, alors Charlie appuie sur un bouton et le verre commence à se fissurer. Un Mishka désespéré commence à nager plus vite, mais c'est trop tard, le verre se brise et il tombe à sa mort tandis que l'eau inonde la rue. Ensuite, Inquiline prévient Charlie que Henderson et l'autre agent s'approchent et lui donnent des directions pour s'échapper. Une poursuite s'ensuit et Henderson est presque sur lui, mais à ce moment-là, l'autre agent attaque également. L'homme plaque Henderson au sol et il commence à se battre dans la salle de lavage. Charlie regarde comment ils continuent à se lancer l'un contre l'autre dans toute la pièce et Henderson met la tête de l'homme dans une machine à laver. L'agent sort une arme et tire sur Henderson, seulement pour qu'il lui vole l'arme et lui tire dessus à son tour. Ensuite, Charlie entre et se demande s'il doit les aider, mais Inquiline lui rappelle de s'enfuir. Le lendemain, O'Brien amène Moore dans son bureau et lui demande des nouvelles de Charlie. Moore dit qu'il est en congé de deuil et elle le laisse partir avant de révéler qu'elle a des images de l'hôtel. Pendant ce temps, Caleb et son équipe regardent les mêmes images et réalisent que Charlie a eu de l'aide.
Ils examinent les discussions cryptées de Charlie et trouvent enfin les messages d'Inquiline. Après une longue recherche, ils découvrent le dossier de l'agent mort connu sous le nom d'Inquiline et devinent que sa femme a dû prendre le relais. Cette nuit-là, Charlie et Inquiline acceptent de dormir l'un à côté de l'autre juste pour la compagnie. Cependant, ils sont réveillés par les cris des oiseaux d'Inquiline et voient une foule d'agents approcher sur les caméras de sécurité. Le duo se précipite immédiatement à travers un tunnel secret dans le muret. Alors qu'ils sortent, Charlie aperçoit un drone dans le ciel. En s'introduisant dans un autre bâtiment, le duo réussit à continuer et quitte le quartier juste avant que les agents ne fassent irruption dans la maison. L'ordinateur est déjà en train de supprimer tous les fichiers, donc il ne reste rien pour eux. Après avoir couru sur la plage, le duo atteint la voiture d'Inquiline et est repéré par le drone. Bientôt, les agents les poursuivent en tirant, même en les suivant sur un bateau. Après une longue poursuite, les agents réussissent à endommager suffisamment la voiture pour la faire arrêter, et Inquiline est mortellement blessé. Charlie n'a d'autre choix que de pousser le corps sur le siège passager et de prendre le volant pour continuer à conduire jusqu'à ce qu'il perde enfin ses poursuivants. Plus tard, il laisse la voiture dans le garage et embrasse Inquiline pour lui dire au revoir. Le lendemain, Charlie contacte Laurence et prétend être un trafiquant d'armes pour organiser une rencontre. Ensuite, Charlie achète de nouveaux appareils électroniques et part pour la Roumanie. Dans un bâtiment abandonné, il enregistre son propre visage et pirate un flux de sécurité à Berlin. Maintenant, la CIA pense qu'il est à Berlin et envoie ses agents là-bas. Lorsque Laurence arrive enfin, il trouve un téléphone qui sonne sur une chaise. Charlie lui dit de regarder à l'intérieur d'une boîte et Laurence trouve une multitude de bombes. S'ils bougent, elles vont exploser. En voyant une photo de Sarah dans la boîte, Charlie apparaît derrière lui, demandant l'emplacement de Horst et promettant de désactiver les bombes s'il coopère. Laurence explique que Horst opère dans les eaux russes et reçoit généralement des livraisons dans un port balte. Charlie demande alors comment contacter Horst, et Laurence dit qu'il ne reçoit des messages que par des codes secrets de ses hommes. Tous les numéros et noms sont sur son téléphone, qu'il jette au sol. Après avoir récupéré le téléphone, Charlie s'en va et entend les bombes tuer Laurence dans l'autre pièce. Bientôt, la CIA reçoit la nouvelle de la mort de Laurence en Roumanie et réalise qu'ils ont regardé des images truquées. Plus tard, dans un hôtel russe, Charlie imagine Sarah avec lui et ouvre le cadeau. C'est un puzzle qu'il résout rapidement et qui contient un doux message de sa femme à l'intérieur. Le matin, il se rend au port et voit un véhicule suspect. Il envoie le code aux hommes de Horst et voit un homme près de la voiture suspecte vérifier son téléphone. Il suit l'homme et prend des photos de son bateau avant de partir. Après avoir acheté quelques outils, Charlie retourne à l'hôtel et localise le yacht auquel appartient le bateau en recherchant son numéro d'immatriculation. Il étudie également les routes maritimes que Horst pourrait utiliser. Le matin, Charlie s'approche du bateau et quelqu'un le frappe par derrière, le faisant tomber le puzzle de Sarah. Charlie est emmené sur le yacht où il rencontre enfin Horst, qui a trouvé la bombe que Charlie avait cachée plus tôt. Horst a remarqué que Charlie avait indirectement tué les autres et pense qu'il n'est pas capable de le faire face à face. Il tend une arme à Charlie et lui demande de le faire, mais Charlie ne peut pas et repose l'arme. Soudain, le yacht commence à changer de direction et l'équipage panique. Charlie révèle qu'il a pris le contrôle du yacht, qui est administré par la CIA. Comme il a travaillé sur les protocoles qui protègent ce yacht, il lui a été facile de pirater et de l'envoyer en Finlande. Bientôt, le yacht est entouré par la marine finlandaise et Interpol, qui arrête immédiatement Horst et ses hommes. Un certain temps plus tard, O'Brien donne une conférence de presse pour annoncer qu'ils ont arrêté tous les agents corrompus qui utilisaient les ressources de la CIA pour des activités illégales. Charlie est approché par Henderson, qui lui dit qu'il est fier de ce qu'il a fait. Après avoir visité la tombe de Sarah, Charlie rentre chez lui et prend enfin l'avion pour un vol.